Un cri déchira la nuit glaciale, à travers les montagnes. Et pourtant, personne n'osait ouvrir la porte du compartiment d'où il venait. C'est à cet instant précis que Sherlock Holmes, les yeux fixés sur la fenêtre givrée, comprit. Le meurtrier se trouvait encore à bord du train. Bienvenue dans cette histoire où chaque souffle de vapeur cache un secret et chaque regard peut trahir un coupable. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, oseriez-vous voyager dans un train où personne n'est ce qu'il prétend être? Abonnez-vous et restez avec moi jusqu'au bout, car à la fin de ce récit, je vous promets une révélation qui vous glacera le sang, car ce que Holmes découvrit, vous ne l'oublierez jamais. Le quai de la gare de Genève était balayé par un vent glacé qui faisait tourbillonner la neige autour des lampadaires encore allumés. Les passagers pressés, le visage rougi par le froid, se hâtaient vers le train luxueux qui attendait, imposant, avec sa locomotive noire crachant une fumée épaisse. L'Alpine Express s'apprêtait à franchir les cols enneigés, emportant avec lui une foule hétéroclite de voyageurs, au secret bien gardé. Sherlock Holmes, silhouette élancée, se tenait immobile sous son manteau long, observant la scène avec une intensité glaciale. Son regard ne laissait rien échapper. La nervosité d'un homme qui jetait trop souvent un œil derrière lui. Le tremblement imperceptible d'une femme serrant une valise comme si elle contenait plus que de simples vêtements. Et l'empressement calculé d'un fonctionnaire qui paraissait fuir quelque chose. À côté de lui, Watson resserra son écharpe, déjà gagné par un sentiment de malaise qu'il ne parvenait pas à expliquer. Lorsque la cloche annonça le départ, un silence presque religieux s'abattit un instant, rompu aussitôt par le sifflement strident de la locomotive. Les portières claquèrent, les roues grinçantes commencèrent à tourner, et le train s'ébranla dans une lente majesté. Le quai, peu à peu, disparut dans la brume, laissant place à l'isolement total des montagnes. Chaque passager, enfermé dans ce serpent d'acier, devait désormais compter sur lui-même pour traverser la nuit glacée. Watson, en prenant place dans leur compartiment, ne put retenir une remarque. « Holmes, il règne ici une atmosphère étrange, comme si tout le monde cachait quelque chose. » Holmes, sans lever les yeux de la vitre givrée, esquissa un sourire à peine perceptible. « Mon cher Watson, dit-il d'une voix calme, ce n'est pas une impression. Le mystère est déjà monté à bord. » Ces mots, prononcés avec une telle certitude, firent naître en Watson un frisson plus mordant encore que le froid. À mesure que le train gagnait de la vitesse, Holmes posa son regard perçant sur les voyageurs du couloir. Certains détournaient les yeux, d'autres feignaient l'indifférence, mais tous semblaient jouer un rôle dans une pièce invisible. Le détective nota mentalement la posture de chacun, la tension des épaules, la manière d'agripper une canne ou de dissimuler une enveloppe. Chaque détail devenait une énigme potentielle, chaque geste une clé possible d'un drame à venir. Le contraste entre l'opulence des cabines et la rudesse du climat extérieur renforçait le caractère oppressant du voyage à l'intérieur. La chaleur des boiseries vernies et des tentures épaisses tentait d'apporter un réconfort illusoire. Pourtant, l'air semblait chargé d'une électricité sourde. Le crépitement du poêle à charbon ne suffisait pas à masquer l'angoisse palpable qui flottait dans les couloirs. Le luxe, pensa Holmes, n'était souvent qu'un vernis fragile sur la peur humaine. Alors que Watson dépliait son journal, il fut interrompu par un bruit sec dans le compartiment voisin, comme une malle qu'on referme brusquement. Holmes inclina légèrement la tête, attentif, puis reprit sa position sans un mot. « Vous avez entendu » demanda Watson. « Naturellement, » répondit Holmes, « et vous remarquerez que l'auteur de ce geste s'est tu immédiatement, comme s'il avait
été surpris en faute, il faudra s'en souvenir. La nuit commençait à tomber derrière les vitres gelées. Le train s'enfonçait dans les vallées alpines et la neige recouvrait tout d'un linceul blanc. Watson contempla ce paysage d'un air mélancolique, mais Holmes demeurait concentré, les yeux brillants d'une curiosité qui ne laissait aucun doute. Il pressentait déjà que ce voyage ne serait pas banal. « Observez, Watson, » dit-il à voix basse, « comment certains passagers évitent soigneusement de croiser le regard des autres. C'est un langage en soi, et il vaut 1000 aveux. » Dans le grondement régulier des roues d'acier, une certitude grandissait. Quelque chose de sombre se préparait. Le train, isolé dans la tempête, devenait un monde clos. Une scène parfaite pour un drame. Watson se cala contre son siège, tentant de se rassurer. Mais Holmes demeura impassible, les doigts joints, l'esprit déjà à l'affût de l'énigme invisible qui ne tarderait pas à se révéler. Le couloir du wagon résonnait du froissement des manteaux et du claquement discret des bottines sur le plancher ciré. Holmes, immobile près de la porte coulissante, observait comme un chasseur tapi dans l'ombre. Chaque visage qui passait devant lui devenait une énigme vivante. Un jeune aristocrate nerveux, triturant sa montre de poche, une gouvernante sévère, dont le regard ne cessait de balayer les autres, et un prêtre au sourire doux, mais aux mains étonnamment tachées d'encre. Watson, moins exercé à ce jeu silencieux, tenta malgré tout de décrypter l'étrange atmosphère. « Holmes, » dit-il, en chuchotant, « on croirait que chacun ici dissimule un fardeau. » Holmes leva légèrement un sourcil amusé. « La dissimulation, mon cher ami, est l'art le plus universel. Sur 100 personnes, 99 mentent, parfois même sans s'en rendre compte. La question est, qui ment par habitude et qui ment par nécessité ?» La conversation fut interrompue par l'entrée soudaine d'un homme trapu portant un lourd sac de cuir. Son manteau humide laissait deviner une course récente sous la neige. Il salua brièvement, évitant soigneusement le regard de Holmes, puis s'engouffra dans son compartiment. Le détective nota chaque détail. La rapidité du geste, la crispation des doigts et l'odeur de tabac froid mêlée à une trace de métal. « Un individu intéressant, » murmura-t-il, comme s'il avait déjà classé l'homme dans un registre invisible. Un peu plus tard, le chef de train fit sa ronde, vérifiant les billets avec une rigueur qui sembla à Watson exagérée. Pourtant Holmes remarqua l'hésitation légère qui traversa son regard en croisant celui du prêtre. Un silence pesant s'installa, et ce simple échange d'yeux éveilla aussitôt sa vigilance. « Voilà une complicité involontaire, docteur, » dit-il doucement. « Le type de lien qui naît dans les marges et qui trahit souvent les vérités les plus profondes. » Le trajet continua dans un calme trompeur. La neige, toujours plus lourde, frappait les vitres comme une pluie de diamants blancs, mais à l'intérieur du wagon, la tension devenait palpable. Watson sentit son cœur battre plus vite, sans raison précise, comme si l'air lui-même s'était chargé d'électricité. Il regarda autour de lui. Même les passagers les plus respectables semblaient se renfermer dans une inquiétude inexplicable. Holmes se leva finalement, son pas silencieux, résonnant à peine sur le plancher. Il traversa le couloir lentement, chaque mouvement calculé, comme celui d'un stratège sur un échiquier. Ses yeux fixaient les bagages, les mains gantées, les visages crispés. « Ce train est une scène de théâtre, » dit-il en revenant vers Watson. « Et ce qui me fascine, c'est que les acteurs jouent trop bien leur rôle. Cela signifie qu'ils ont tous quelque chose à perdre. » Dans leur compartiment, Watson sortit sa montre et soupira. « Nous n'avons parcouru que quelques kilomètres, et déjà vous parlez d'énigmes. N'est-ce pas un peu prématuré ?» Holmes répondit avec une gravité glaciale. « Mon cher ami,
Un mystère ne commence pas avec un crime. Il commence avec une dissonance, une note qui sonne faux dans la symphonie des apparences. Et cette note, je l'entends déjà résonner. À ce moment précis, un bruit sec retentit à l'arrière du train, comme une vitre brisée ou un objet lourd chutant violemment. Les passagers sursautèrent. Certains poussèrent des exclamations. Le chef de train se précipita vers le fond, suivi du regard perçant de Holmes. Watson, le cœur battant, comprit que le calme apparent venait de se briser et qu'ils étaient désormais lancés au cœur d'une aventure qu'aucun d'eux ne pourrait arrêter. Holmes se pencha vers Watson, ses yeux brillants d'une intensité rare. « Rappelez-vous ce moment, docteur, » dit-il d'une voix basse et ferme, « car dans quelques heures, tout ce train parlera de ce bruit, et moi je saurai lequel de ces passagers a menti dès la première seconde. » Un silence pesant envahit le train, après le fracas. Chacun retenait son souffle, les yeux tournés vers le couloir, d'où provenait le bruit. Le chef de train, rouge de panique, traversait déjà les wagons, en direction de l'arrière. Watson, inquiet, se leva à demi, mais Holmes posa une main ferme sur son bras. « Pas encore, docteur. Observez d'abord. C'est dans les premières réactions que se cachent les vérités les plus précieuses. » Les passagers, l'un après l'autre, commencèrent à chuchoter. Certains prétendaient avoir entendu un cri mêlé au choc. D'autres affirmaient qu'il ne s'agissait que d'une valise tombée. Pourtant, dans les regards, la peur grandissait. La gouvernante serrant sa valise semblait sur le point de s'évanouir. Le jeune aristocrate manipulait sa montre de poche à s'en briser les doigts, et le prêtre baissait les yeux avec une humilité qui paraissait feinte. Holmes, sans se lever, parcourait chaque visage comme s'il feuilletait un livre. Ses yeux passaient d'un détail à l'autre, froids et inébranlables. « Intéressant, » murmura-t-il. Watson, de plus, en plus nerveux, demanda « Qu'avez-vous vu ?» Holmes répondit calmement « Pas ce que j'ai vu, mais ce que je n'ai pas vu. » La réaction absente d'un seul passager en dit bien plus long que toutes les paniques apparentes. Soudain, la porte du dernier wagon claqua. Le chef de train revint, pâle comme un linge, le souffle court. « Un incident, messieurs. Un passager. Il est tombé. » balbutia-t-il, incapable de terminer sa phrase. Le murmure parcourut aussitôt le train, transformant la peur en rumeur grandissante. Watson sentit son sang se glacer. Tombé de ce train en pleine marche. Holmes se leva enfin, ajusta calmement son manteau et se dirigea vers le chef de train. « Conduisez-moi, » dit-il d'une voix qui ne laissait aucune place à la discussion. Watson le suivit, le cœur battant, tandis que les autres passagers reculaient pour les laisser passer. Le couloir semblait interminable, chaque pas résonnant comme un écho funèbre. Lorsqu'ils atteignirent le dernier wagon, le spectacle les figea. La vitre latérale avait été brisée, et sous les éclats de verre restants, un manteau sombre pendait à moitié par la fenêtre, battu par le vent glacé. Mais ce qui glaça véritablement Watson, ce fut la tache sombre, étalée sur le plancher. Du sang, encore tiède, qui dessinait une traînée vers l'extérieur. Watson détourna les yeux, mais Holmes resta impassible, observant chaque détail avec une précision chirurgicale. Il se pencha sur la vitre brisée, toucha du bout des doigts les éclats de verre, puis se redressa lentement. « Ce n'est pas une chute accidentelle, » déclara-t-il d'un ton tranchant. « Cet homme n'est pas tombé, il a été poussé. » Le chef de train, tremblant, porta la main à son front. « Mais qui aurait pu ?» Holmes l'interrompit aussitôt. « C'est justement ce que nous allons découvrir, et je vous préviens, le coupable n'est pas derrière nous, il n'est pas dehors, il est ici, à bord de ce train. » Les mots claquèrent comme une sentence, et Watson sentit la sueur froide couler dans son dos.
Alors que le vent s'engouffrait par la fenêtre brisée, Holmes tourna son regard vers l'obscurité des montagnes enneigées. Puis il revint vers Watson, ses yeux brillants d'une intensité glaciale. Le véritable voyage commence maintenant. Docteur, et je crains que ce train ne transporte pas un seul secret, mais une tempête entière d'énigmes prêtes à éclater. Holmes et Watson retournèrent lentement vers le cœur du train, suivis du chef de train dont le visage restait défait. Les passagers s'étaient levés, inquiets, certains collés aux vitres, d'autres serrant nerveusement leurs « baggages ». Le murmure ne cessait de croître, chacun formulant des hypothèses ou exprimant sa peur. Mais Holmes ne semblait pas écouter ces voix. Ses yeux, acérés, observaient les moindres gestes, les regards fuyants, les mains tremblantes qui en disaient plus long que 1000 paroles. Watson, troublé, demanda à voix basse « Holmes, pensez-vous réellement qu'il s'agit d'un meurtre ?» Le détective ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de passer sa main sur la rambarde vernie, comme s'il cherchait une poussière invisible. Puis il déclara froidement « Il n'y a pas de doute, mon cher. L'homme n'a pas chuté de lui-même. La disposition des éclats, de verre, la trace de sang et l'angle de la chute prouvent une intervention humaine. Le hasard ne casse jamais une vitre avec une telle précision. » En entrant dans le compartiment central, Holmes s'arrêta brusquement. Devant lui se tenaient plusieurs passagers, formant un cercle d'attente angoissé. La gouvernante, le jeune aristocrate et le prêtre étaient parmi eux. Holmes fixa chacun de ses regards tour à tour, comme pour sonder leurs âmes. Watson, mal à l'aise, sentit que l'air devenait plus lourd à mesure que le silence s'allongeait. Holmes rompit ce silence d'une voix claire. « Mesdames et messieurs, un incident grave a eu lieu à l'arrière du train. Je vous demande de rester calme. » Quelques exclamations éclatèrent aussitôt. « Un accident ?» lança l'aristocrate d'une voix tremblante. « Un meurtre !» répondit Holmes sans détour. Cette annonce fit l'effet d'un coup de tonnerre. Plusieurs passagers pâlirent, et Watson crut voir la gouvernante resserrer sa valise avec une énergie fébrile. Le prêtre s'avança d'un pas, cherchant à ramener le calme. « Monsieur, n'est-il pas prématuré d'évoquer un tel crime? Peut-être s'agit-il seulement d'une chute malheureuse. » Holmes lui coupa la parole. « Père, un homme peut chuter, certes, mais pas en laissant derrière lui une vitre brisée de l'intérieur, et encore moins une traînée de sang qui contredit toute hypothèse d'accident. » La voix de Holmes claqua comme une gifle, et le prêtre recula, confus. Watson observait la scène avec une inquiétude grandissante. Il voyait bien que chaque passager semblait jouer un rôle. Trop de nervosité, trop de regards détournés, trop d'empressement à se justifier. Mais il savait aussi que Holmes excellait à démêler les fils de ces comédies humaines. Le docteur, bien que troublé, décida de faire confiance à son ami et de garder le silence. Holmes fit quelques pas en avant et reprit. « Dans ce train, personne ne doit se tromper. Le coupable est parmi nous. Il a cru que la neige et la nuit effaceraient son geste. Mais ce train est une cage fermée, et je vous assure qu'avant l'arrivée à destination, je saurai son nom. » Les paroles résonnèrent longtemps dans le wagon, semant un mélange de terreur et de fascination. Le chef de train, encore pâle, osa demander « Que devons-nous faire, monsieur Holmes ?» Le détective répondit sans hésiter « Rien pour l'instant, que chacun reste à sa place, mais que personne, j'insiste, ne quitte son compartiment sans que je l'autorise. » Puis il ajouta en se tournant vers Watson « Docteur, préparez-vous, la véritable enquête commence dès maintenant, et je crains qu'elle ne nous mène bien plus loin qu'un simple meurtre. » Watson sentit un frisson le parcourir. Il comprenait désormais que ce voyage, qu'il avait cru être une traversée,
tranquille des Alpes, allait se transformer en une lutte contre l'ombre, où chaque sourire pouvait cacher une dague, et chaque silence, un mensonge. Holmes, lui, paraissait presque animé d'une énergie nouvelle, comme si le drame n'était pas un fardeau, mais une énigme attendue depuis toujours. Holmes choisit de commencer par la gouvernante, une femme sévère, au visage anguleux et aux lèvres pincées. Elle tenait toujours sa valise sur ses genoux, comme si sa vie entière s'y trouvait enfermée. Holmes s'assit en face d'elle, croisa les doigts et demanda d'une voix neutre « Madame, vous étiez assise dans ce wagon au moment du bruit. Qu'avez-vous vu ou entendu ?» Elle cligna des yeux, hésita un instant, puis répondit d'une voix tranchante « Rien. Juste un fracas, comme tout le monde. Je ne sais rien de plus. » Watson remarqua aussitôt la rigidité de ses épaules, la crispation de ses doigts sur la poignée de cuir. Holmes, lui, ne détourna pas le regard. « Rien de plus ? Vraiment ?» insista-t-il. La gouvernante détourna les yeux vers la fenêtre, évitant son regard perçant. « Je vous ai dit ce que je sais », répéta-t-elle sèchement. Holmes esquissa un sourire presque imperceptible, comme s'il venait de noter une incohérence invisible aux autres. Il se leva sans commentaire et se tourna vers le jeune aristocrate, qui triturait sa montre de poche avec tant de nervosité qu'on aurait cru qu'elle allait lui glisser des mains. « Monsieur, » dit Holmes, « vous paraissiez particulièrement agité tout à l'heure. Auriez-vous quelque chose à déclarer ?» L'homme sursauta, déglutit, puis balbutia. « Non, non, rien. Je ne supporte pas la vue du sang. Voilà tout. » Watson fronça les sourcils. L'excuse lui semblait trop fragile, trop préparée. Holmes ne se laissa pas émouvoir. « Votre malaise est compréhensible, mais il est des détails qui ne trompent pas. Vous avez manipulé votre montre sans arrêt depuis le départ du train. » Pourquoi? L'aristocrate devint écarlate, cherchant ses mots. « C'est un tic, voilà tout. Une habitude. » Holmes le fixa longuement, puis hocha lentement la tête, comme s'il avait déjà appris plus qu'il n'espérait. Vint ensuite le tour du prêtre, qui s'était avancé avec un air contrit, les mains jointes, comme s'il cherchait à inspirer confiance. « Mon fils, » dit-il d'une voix douce, « je crains que vous ne voyiez le mal là où il n'existe pas. Ce voyage est éprouvant pour tous. Dieu seul sait pourquoi ce malheureux est tombé. » Holmes l'interrompit d'une voix glaciale. « Père, permettez-moi de vous rappeler que Dieu n'a pas brisé la vitre et que Dieu n'a pas laissé une traînée de sang. » Le prêtre déglutit, prit de court, et Watson perçut dans ses yeux une inquiétude qu'il tenta aussitôt de masquer derrière un sourire pieux. Holmes se tourna alors vers Watson et déclara « Vous voyez, docteur, chacun de ces voyageurs nous offre une pièce d'un puzzle. Le problème, c'est que les pièces sont déformées et que certains essaient de les tordre pour qu'elles ne s'emboîtent jamais. » Watson acquiesça en silence, comprenant que l'orage ne faisait que commencer. La gouvernante resserra encore sa valise. L'aristocrate remit sa montre dans sa poche avec un geste brusque, et le prêtre ferma les yeux, comme pour réciter une prière intérieure. Holmes, lui, les observait tous en silence, savourant leur nervosité comme un peintre contemple une toile en cours d'achèvement. Il ne leur posait plus de questions, et pourtant, son silence suffisait à les troubler davantage que n'importe quel interrogatoire. Watson remarqua que plusieurs autres passagers, jusqu'ici muets, jetaient des coups d'œil rapides vers le groupe, comme des spectateurs craignant d'être appelés à leur tour. Le train entier semblait devenir une salle d'audience invisible, avec Holmes comme juge silencieux. L'air était si lourd que chaque respiration ressemblait à une confession inachevée. Enfin, Holmes se redressa, ajusta son manteau et prononça d'une voix ferme
Nous ne savons pas encore qui a poussé cet homme, mais nous savons déjà ceci. Il y a plus d'un mensonge dans ce wagon. Et croyez-moi, chaque mensonge finit toujours par révéler la vérité qu'il voulait cacher. Ces paroles laissèrent un silence assourdissant, et chacun sentit qu'il venait de poser la première pierre d'une traque implacable. Alors que le calme tendu revenait peu à peu dans le wagon, Holmes se leva brusquement et quitta le compartiment sans un mot. Watson, intrigué, se hâta de le suivre. Ils avancèrent dans le couloir étroit, jusqu'à l'endroit où le chef de train avait indiqué que la chute s'était produite. Les éclats de verre jonchaient encore le plancher, scintillant, comme de petits diamants sous la lueur vacillante des lampes. Holmes s'agenouilla, observant le sol avec une minutie qui impressionna même Watson. Après quelques instants, il tendit la main et ramassa un petit objet coincé entre deux lattes de bois. C'était un bouton de manchette, d'un argent poli, mais légèrement taché de sang séché. Watson écarquilla les yeux. Un bouton de manchette, voilà qui ne ressemble pas à un simple accident. Holmes fit tourner l'objet entre ses doigts. « Non, docteur », et remarquez la gravure. Une initiale élégante, la lettre M, monsieur. Watson prit une profonde inspiration. Cela signifie que l'assassin a perdu ce bouton lors de la lutte. Holmes sourit finement. Ou qu'il voulait que nous le trouvions, ce qui est encore plus intéressant. Watson resta perplexe, mais il connaissait assez Holmes pour savoir que chaque possibilité devait être envisagée, même la plus improbable. Ils retournèrent dans le compartiment principal, et Holmes leva le bouton bien en vue. Les regards des passagers se braquèrent aussitôt sur l'objet brillant. Un murmure parcourut le wagon, certains échangeant des regards rapides, d'autres affichant une pâleur soudaine. La gouvernante serra sa valise si fort que ses jointures blanchirent, tandis que le jeune aristocrate avala sa salive bruyamment. Holmes resta silencieux, observant les réactions plus que les paroles. Enfin, il déclara « Messieurs, dames, voici un indice qui appartiendra bientôt à son propriétaire légitime, mais je ne révélerai pas encore son nom. Je préfère attendre et voir qui se trahit en premier. » Le ton calme et posé de Holmes fit plus trembler les passagers que n'importe quelle accusation directe. Watson s'approcha de son ami et murmura « Mais Holmes, pourquoi ne pas confronter immédiatement celui à qui ce bouton appartient ?» Le détective lui répondit à voix basse « Parce que, mon cher, la peur est le plus grand des interrogateurs. En laissant planer le doute, nous aurons bientôt des aveux déguisés en justification. » Le train continuait sa route, traversant les vallées sombres, où la neige tombait à gros flocons. Chaque chaos du wagon semblait accentuer le malaise collectif. Holmes, impassible, rangea le bouton de manchette dans sa poche et alluma sa pipe. La fumée bleue qui s'éleva dans l'air épais du compartiment accentua encore l'impression d'un huis clos où nul ne pourrait échapper à la vérité. Watson, quant à lui, sentait une tension croissante l'envahir. Les passagers, murés dans leur silence, n'étaient-ce plus de simples voyageurs. Chacun était désormais un suspect, et chacun pouvait devenir le prochain coupable. L'air lui semblait plus lourd, presque irrespirable. Il comprenait alors pourquoi Holmes parlait de tempête d'énigmes. Il venait de déclencher l'orage. Holmes se redressa, son regard balayant l'assemblée comme un juge invisible. « Je vous le dis, » déclara-t-il, « ce bouton n'est pas qu'un ornement perdu. Il est le premier fil d'une toile beaucoup plus vaste, et je vous assure que celui qui croit pouvoir nous tromper sera bientôt démasqué. » Son assurance glaça l'atmosphère. Le train poursuivait sa course dans la nuit. Mais désormais, plus personne n'osait détourner les yeux de Sherlock Holmes. Holmes se leva lentement, tenant toujours le bouton de manchette dans sa main. La lumière des lampes se reflétait sur l'argent poli, projetant de petits éclats qui semblaient accuser chacun des voyageurs. Son silence volontaire devenait une arme. Il observait les visages,
attendaient les respirations hachées, les gestes nerveux. Le train, bercé par son rythme régulier, se transformait en une salle d'interrogatoire où la moindre hésitation valait aveu. Watson, qui connaissait les méthodes de son ami, comprit qu'il ne fallait pas intervenir. Il observait à son tour, cherchant à déceler ce que Holmes voyait d'instinct. L'aristocrate triturait son mouchoir, la gouvernante détournait les yeux vers le sol, et le prêtre, malgré son calme apparent, serrait son chapelet avec une intensité presque douloureuse. Tous semblaient se sentir visés, comme si la lettre gravée sur le bijou pouvait leur appartenir. Holmes s'approcha du jeune aristocrate en premier. « Monsieur », dit-il d'un ton presque courtois, « ce bouton aurait-il pu vous appartenir? Après tout, il est courant qu'un homme de votre condition porte des manchettes de cette qualité. » L'homme pâlit, secoua la tête avec précipitation. « Non, ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu cet objet. » Pourtant, son regard se figea une seconde de trop sur la lettre. M. Holmes le nota sans un mot. Puis il se tourna vers la gouvernante, qui serrait sa valise comme un trésor. « Et vous, madame? Peut-être ce bijou vous est-il familier? Après tout, les gouvernantes portent souvent la responsabilité des affaires de leur maître. » Elle inspira profondément, se raidit et répondit sèchement. « Je ne m'occupe que des enfants, monsieur. Ce genre de parure ne m'intéresse pas. » Holmes inclina légèrement la tête, mais il vit bien que son regard avait trahi une lueur de panique. Le prêtre fut le dernier à être approché. Holmes plaça le bouton devant ses yeux et demanda doucement « Père, la lettre M gravée ici ne vous évoque-t-elle rien ?» Le prêtre esquissa un sourire fatigué et répondit « Mon fils, il existe bien des lettres dans l'alphabet, et chacune peut avoir 1000 significations. Ce M n'a pour moi aucune importance. » Mais Holmes remarqua la sueur qui perlait à sa tempe, malgré le froid qui régnait dans le wagon. Watson sentit la tension atteindre son paroxysme. Il aurait voulu intervenir, alléger l'atmosphère, mais il savait que Holmes construisait patiemment un filet invisible. Chaque mensonge, chaque dénégation maladroite ajoutait un nœud supplémentaire. Le docteur se contenta de noter que tous, d'une manière ou d'une autre, avaient masto réagi trop vivement à l'épreuve du bouton. Holmes rangea enfin l'objet dans sa poche et déclara calmement « Très bien. Puisque personne ne se reconnaît dans ce bijou, je suppose que le propriétaire n'aura aucune objection à ce que je conserve la pièce comme preuve. Et je vous assure que tôt ou tard, elle reviendra à celui ou celle à qui elle appartient. » Son ton était neutre, mais sa voix avait le poids d'une menace voilée. Le silence retomba, encore plus lourd qu'avant. Le bruit métallique du train sur les rails semblait désormais résonner comme un compte à rebours. Les passagers évitaient de se regarder, chacun enfermé dans sa propre crainte. Watson comprit que dans cet espace clos, le bouton de manchette n'était plus seulement un objet. Il devenait le centre d'une guerre psychologique orchestrée par Holmes. Holmes se rassit enfin, alluma sa pipe et souffla une volute de fumée, bleue dans l'air déjà saturé de tension. « Docteur, » dit-il d'une voix basse, « nous avons semé la première graine. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. L'un d'eux craquera avant l'aube. » Watson acquiesça, le cœur battant, conscient que ce voyage venait de franchir une nouvelle étape vers l'inévitable confrontation. La nuit avançait, et le train poursuivait sa route à travers les Alpes, cerné par la neige et le vent hurlant contre les vitres. Les passagers, silencieux et crispés, s'efforcèrent de reprendre une attitude normale, mais la peur restait palpable dans chaque regard. Holmes, assis près de Watson, observait avec une tranquillité inquiétante
comme s'il attendait qu'un nouveau mouvement du destin vienne confirmer ses soupçons. Peu après minuit, le chef de train entra avec un plateau d'argent chargé de boissons chaudes pour calmer les nerfs des voyageurs. Il distribua des tasses fumantes de thé et de café, s'assurant que chacun en recevait une. Les passagers acceptèrent avec reconnaissance, heureux d'occuper leurs mains et leur esprit. Mais Holmes, lui, prit la sienne sans boire, fixant la surface du liquide comme s'il y lisait un présage. Watson, surpris, lui demanda « Holmes, pourquoi ne buvez-vous pas? Vous êtes pourtant le premier à dire que la chaleur aide à rester lucide. » Holmes sourit légèrement et répondit « Mon cher, la chaleur peut aussi endormir la vigilance. Et voyez donc cette tasse. Elle ne m'a pas été tendue de la même manière que les autres. » Watson fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse répliquer, un cri étouffé retentit. L'aristocrate venait de porter sa tasse à ses lèvres, et déjà son visage virait au rouge violacé. Il lâcha le récipient, qui se brisa sur le sol, porta ses mains à sa gorge et suffoqua, luttant pour respirer. La panique éclata aussitôt. Plusieurs passagers se levèrent en hurlant, tandis que d'autres reculaient, horrifiés. Holmes bondit de son siège, saisit la tasse brisée et renifla brièvement le liquide encore répandu sur le plancher. « De l'arsenic », déclara-t-il d'une voix glaciale, « une dose suffisante pour tuer un homme en quelques minutes. » Watson, bouleversé, se précipita pour secourir l'aristocrate, ouvrant son col et tentant de lui faire boire de l'eau. Le jeune homme suffoquait toujours, mais grâce à l'intervention rapide du docteur, son état se stabilisa. Holmes, penché sur la scène, observait le moindre geste sans laisser paraître la moindre émotion. Le prêtre s'écria « Mon Dieu, qui peut être assez cruel pour tenter de tuer un homme ainsi ?» La gouvernante, tremblante, serrait encore sa valise, comme si l'objet contenait la seule vérité capable de la sauver. Holmes, lui, ne répondit pas immédiatement. Il leva lentement les yeux vers les voyageurs et dit « Le coupable n'est pas celui qui a servi le thé, mais celui qui a choisi dans quelle tasse verser le poison. » Un silence glacial s'abattit sur le compartiment. Tous comprirent que l'assassin ne reculait devant rien et que parmi eux se trouvait un être prêt à frapper de nouveau. Watson, transpirant malgré le froid, murmura « Holmes, cela signifie que le meurtrier est encore actif. Nous ne sommes pas en sécurité. » Le détective acquiesça d'un mouvement de tête, ses yeux brillants d'une intensité féroce. Holmes prit la tasse brisée, en observa les fragments, puis glissa un éclat dans sa poche, comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction. Il se redressa ensuite, sa haute silhouette dominant les passagers, terrifiés. « Mesdames et messieurs, » déclara-t-il, « je vous avais averti que nous étions enfermés avec un assassin. Désormais, vous savez qu'il n'hésitera pas à frapper à nouveau, et je vous le dis, avant l'aube, il commettra une nouvelle erreur, et ce sera sa dernière. » Watson sentit un frisson parcourir l'assemblée. Personne n'osait parler, personne n'osait bouger. Le bruit régulier du train sur les rails résonnait désormais comme un glas funèbre. Tous savaient que l'Alpine Express n'était plus seulement un moyen de transport. Il était devenu une cage mortelle, où chaque regard pouvait dissimuler une lame invisible. Lorsque le calme relatif revint dans le wagon, Holmes demeura debout, les yeux fixés sur l'aristocrate, qui respirait encore difficilement, soutenu par Watson. Les passagers, secoués, évitaient soigneusement de se regarder, chacun craignant que son propre regard ne le trahisse. Mais Holmes, lui, observait tout, le moindre battement de cils, la crispation d'un point, la respiration trop rapide. Dans ce théâtre d'ombre, chaque détail devenait une confession silencieuse. Watson essuyait le front du jeune homme avec un mouchoir humide, murmurant des paroles rassurantes.
Il survivra, dit-il enfin, la voix encore tremblante. Holmes acquiesça, mais ses yeux ne quittaient pas les autres voyageurs. Voyez, docteur, comme la peur délie les langues invisibles. Certains se rapprochent instinctivement, d'autres s'isolent. C'est ainsi que naissent les alliances cachées. Il désigna discrètement la gouvernante et le prêtre. Tous deux s'étaient assis côte à côte, comme pour chercher refuge l'un auprès de l'autre. Pourtant, avant l'incident, ils s'étaient à peine adressé la parole. « Voilà un rapprochement révélateur, » murmura Holmes. « Deux âmes qui n'ont en commun que la peur ou le secret. » Watson fronça les sourcils, intrigué par ce constat. De l'autre côté du compartiment, un marchand aux vêtements modestes chuchotait avec une dame élégante, coiffée d'un chapeau à plumes. Leur conversation était si basse qu'elle semblait interdite, et leur regard fuyant renforçait cette impression. Holmes nota l'échange, inscrivant mentalement un nouveau fil dans la toile invisible qu'il tissait. Soudain, un autre détail attira son attention. Un bagage resté seul dans le couloir, abandonné par son propriétaire. Holmes s'en approcha, posa la main sur la serrure et constata qu'elle avait été forcée récemment. « Voilà qui est intéressant, » dit-il. Il ne l'ouvrit pas immédiatement, préférant laisser ce mystère mûrir comme une preuve silencieuse. Mais son regard brillait. Il savait que ce coffre contenait une pièce essentielle du puzzle. Watson, qui avait suivi son ami, demanda à voix basse. « Holmes, pensez-vous que plusieurs passagers sont complices ?» Le détective se redressa, lentement. « Pas nécessairement complices, docteur. Mais il existe ici plusieurs intrigues qui se chevauchent. Certaines ne concernent pas le meurtre, mais elles créent des ombres où l'assassin peut se cacher. C'est dans cette confusion que réside sa force. » Le prêtre, remarquant que Holmes les observait, fit un signe de croix et détourna les yeux. La gouvernante serra encore plus sa valise, comme si chaque geste du détective resserrait une corde invisible autour de sa gorge. Le marchand et la dame au chapeau se turent brusquement, surpris d'avoir été remarqués. L'aristocrate, lui, gémissait faiblement, prisonnier d'un corps affaibli et d'une peur qui le consumait. Holmes reprit sa place et alluma calmement sa pipe, laissant la fumée envahir le compartiment. « Mes amis, » dit-il, « un meurtrier croit toujours pouvoir tromper son entourage par le silence. Mais ce n'est pas le silence qui me trahit vos secrets. Ce sont vos alliances soudaines, vos regards évités, vos gestes trop retenus. Ce train n'est plus seulement un lieu de voyage. C'est une scène où chaque acteur joue mal son rôle. » Watson sentit alors que le train s'était transformé en un huis clos suffocant. Plus personne n'était innocent aux yeux de Holmes. Chaque passager devenait un masque derrière lequel pouvait se cacher l'assassin. Et dans cette tension extrême, Watson comprit une chose. Le véritable danger n'était plus seulement le meurtrier, mais la peur elle-même, qui transformait tous ces voyageurs en ennemis potentiels. Holmes se leva avec lenteur, s'avança vers le couloir et posa ses mains sur la malle abandonnée. Le silence dans le wagon devint presque assourdissant. Chaque passager retenait sa respiration. La serrure, déjà forcée, ne résista pas lorsque Holmes l'ouvrit d'un coup sec. Watson se pencha par-dessus son épaule, impatient et inquiet à la fois, tandis que les yeux des autres voyageurs s'élargissaient de peur et de curiosité à l'intérieur. Soigneusement dissimulés sous des vêtements pliés à la hâte, se trouvaient plusieurs enveloppes scellées, une dague fine aux manches incrustées de pierres rouges et un carnet de cuir usé dont les pages débordaient de notes cryptées. Watson sentit d'un frisson lui parcourir l'échine. « Par tous les Saints, Holmes, voilà des preuves irréfutables. » Mais Holmes resta impassible, ses doigts
effleurant les objets, comme s'il cherchait à en comprendre l'histoire. Il prit la dague et l'observa longuement. La lame portait encore une fine trace sombre, presque invisible à l'œil nu. « Du sang séché », dit-il froidement. Puis il reposa l'arme et s'empara du carnet. Il l'ouvrit, parcourut les pages remplies de chiffres et de symboles étranges, et un sourire ironique se dessina sur son visage. « Voilà un code, Watson, et celui qui l'a écrit n'est pas un amateur. » Watson, bouleversé, demanda « Mais à qui appartient ce bagage ?» Holmes leva lentement la tête vers l'assemblée. Personne ne bougeait, les regards fuyants, les visages pâles. Tout révélait une peur panique. Après quelques secondes de silence, Holmes déclara « Ce bagage appartient à celui qui a cru pouvoir mêler le mensonge au voyage. Mais ce mensonge vient de s'écrouler. » Le prêtre se leva soudain, les yeux écarquillés. « C'est une erreur. Je vous assure que je n'ai jamais vu cette malle. » La gouvernante sursauta à son tour. « Moi non plus. Pourquoi nous accuse-t-on toujours, nous qui n'avons rien fait ?» Holmes se contenta de les regarder avec un calme glacé. « Je n'ai encore accusé personne, madame. Mais je note que ce bagage dérange davantage certains que d'autres. » Holmes fit signe au chef de train de refermer la malle et d'en prendre soin. Puis, s'adressant à tous, il dit « Mesdames et messieurs, le coupable pensait pouvoir dissimuler une partie de son passé entre ses parois de cuir. Mais les objets parlent toujours, même quand leurs propriétaires se taisent. » Ces paroles résonnèrent comme une condamnation anticipée. Watson, sentant la tension grandir, demanda à voix basse « Holmes, pensez-vous que la dague a servi au premier crime ?» Le détective hocha la tête. « C'est possible. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est le carnet. Ces symboles racontent une histoire, et si je parviens à les déchiffrer, je saurai non seulement qui a tué, mais pourquoi. » Holmes rangea soigneusement le carnet dans sa poche intérieure et conclut d'une voix ferme. « Ce train est devenu une prison roulante. Le meurtrier est pris au piège, et chaque minute qui passe resserre l'étau. Il a cru pouvoir effacer ses traces, mais ce bagage vient de signer sa perte. » Les passagers restèrent figés, certains baissant la tête, d'autres lançant des regards furtifs vers leurs voisins, comme si chacun craignait d'être le prochain dévoilé. Watson, en observant la scène, comprit que l'équilibre venait de basculer. Ce n'était plus seulement une enquête, c'était une guerre de nerfs, où la vérité avançait pas à pas, implacable. Et dans ce huis clos, roulant à travers la nuit alpine, personne ne pourrait désormais échapper au regard perçant de Sherlock Holmes. Dans le silence oppressant du wagon, Holmes ouvrit de nouveau le carnet retrouvé dans la malle. Les pages jaunies étaient bien couvertes de symboles étranges, de suites de chiffres et de lettres entremêlées. Watson se pencha par-dessus son épaule, mais l'écriture lui parut si confuse qu'il secoua la tête, découragé. Holmes, qui peut bien écrire ainsi, on dirait un langage inventé. Le détective esquissa un sourire glacé. « Ce n'est pas inventé, docteur, c'est un code. » Holmes sortit une petite feuille et un crayon de sa poche. Il nota rapidement quelques signes, puis fit un calcul mental avec une rapidité impressionnante. « Voyez-vous, Watson, chaque chiffre correspond à une lettre, mais l'ordre a été inversé. Voilà une technique ancienne, mais redoutablement efficace. » Watson l'observait, fasciné, comme toujours lorsqu'il voyait son ami à l'œuvre, l'esprit plus rapide que le mouvement des rails. Après quelques minutes, Holmes leva enfin les yeux. Ce carnet n'est pas qu'une simple suite de notes. C'est un registre. On y trouve des noms, des transactions et des lieux. Et si je ne me trompe pas, il révèle quelque chose de bien plus sombre qu'un simple meurtre. Watson sentit son cœur s'accélérer. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il inquiet. Holmes tourna une nouvelle page et montra du doigt une inscription. « Regardez ici, docteur.
Ce nom apparaît plusieurs fois, Von Kruger. Et voyez cette date inscrite à côté. C'est hier soir. Watson fronça les sourcils. Mais cela signifie que ce passager n'était pas seulement un voyageur. Il transportait quelque chose de précieux, peut-être même dangereux. Holmes acquiesça lentement. Il reprit la lecture et son visage se durcit. Ces pages parlent d'échanges d'informations, de sommes d'argent colossales et de rendez-vous secrets dans différentes capitales. Ce carnet est la preuve d'un réseau d'espionnage international. Et je vous assure, Watson, que le meurtre d'hier soir n'était pas un accident isolé, mais une opération destinée à effacer un témoin gênant. Watson sentit un frisson parcourir son dos. Un réseau d'espions, sur ce train. Holmes le fixa avec gravité. Exactement. Le meurtrier n'est pas seulement un criminel ordinaire. C'est un agent, chargé de protéger ou de détruire ces informations. Et je crains que nous soyons désormais pris dans une toile qui nous dépasse. Les passagers, entendant ces mots, se regardèrent avec effroi. La gouvernante serra sa valise contre elle, le prêtre ferma les yeux en priant, et le marchand au chapeau bas s'enfonça dans son siège. Tous comprenaient que le drame prenait une dimension qui les impliquait, malgré eux. Le train n'était plus un simple décor. Il était devenu le centre d'une conspiration qui traversait l'Europe. Holmes referma le carnet avec lenteur et le rangea dans sa poche intérieure. « Nous avons désormais une certitude, » déclara-t-il d'une voix ferme. Celui qui a tué voulait non seulement se débarrasser d'un homme, mais aussi mettre la main sur ce carnet. Et je vous le dis, tant que nous roulerons vers la frontière, le coupable cherchera à récupérer ce qu'il considère comme vital. Watson comprit alors que la partie venait de changer de nature. Ce n'était plus seulement une chasse au meurtrier, mais une lutte contre un ennemi invisible, prêt à tout pour protéger ses secrets. Et dans ce huis clos d'acier, un frisson d'angoisse parcourut chaque passager, car tous savaient désormais que la tempête ne faisait que commencer. Holmes se leva, le carnet mystérieux à la main, et se plaça au centre du compartiment comme un acteur sur une scène. Les passagers le fixaient avec appréhension, certains crispés, d'autres essayant de se donner une contenance. Watson, assis à ses côtés, savait ce qui allait suivre. Holmes n'allait pas seulement analyser les indices, il allait utiliser les mots eux-mêmes comme une arme psychologique. Il ouvrit le carnet à une page marquée d'un pli et lut à voix haute « Rendez-vous fixé à Bâle. Code. Transfert réussi. Non. Monsieur. » Puis il leva les yeux, scrutant les réactions. L'aristocrate détourna brusquement le regard. La gouvernante porta la main à sa gorge, et le prêtre se signa avec précipitation. Chaque geste devint un indice, et Holmes les enregistrait tous. Il tourna une autre page et continua. Livraison confirmée, objet, document, valeur inestimable. Un murmure parcourut les passagers. Le marchand serra sa veste contre lui, comme s'il craignait d'être découvert. La dame au chapeau baissa la tête, cachant ses yeux sous la plume sombre. Watson, en observant la scène, comprit que tous portaient un masque, mais que certains masques commençaient à se fissurer. Holmes ferma le carnet un instant, souffla un nuage de fumée de sa pipe, puis reprit d'une voix calme. « Mes amis, il est inutile de continuer à jouer la comédie. Ce carnet révèle l'existence d'un complot international, et l'un d'entre vous a tué pour le protéger. Vous ne pourrez pas cacher éternellement vos liens. Le mensonge finit toujours par se trahir lui-même. » La gouvernante se leva soudain, la voix tremblante. « C'est absurde. Nous ne sommes que de simples voyageurs. Vous cherchez à nous effrayer avec vos histoires d'espions et de complots. » Holmes la fixa avec froideur. « Madame, si vous êtes réellement innocente, pourquoi tremblez-vous autant ?» Elle recula, se rassit brusquement et détourna le regard. Watson
observait la scène avec un mélange de fascination et de malaise. Il voyait son ami manier les mots comme un scalpel, découpant les faux-semblants un à un. Mais il craignait aussi que cette stratégie n'attise la panique au point de provoquer un nouveau drame. Déjà, certains passagers se jetaient des regards furtifs, soupçonnant leurs voisins plus encore que l'instant d'avant. Holmes rouvrit le carnet et choisit un dernier passage. Le témoin doit disparaître avant l'aube. Ces mots, prononcés avec lenteur, résonnèrent dans le wagon, comme une condamnation. Tous comprirent qu'ils étaient prisonniers d'une lutte dont l'issue pouvait être mortelle. Watson sentit son cœur s'accélérer. Si le carnet disait vrai, le meurtre n'était pas terminé. D'autres vies pouvaient encore être menacées. Holmes referma le carnet et déclara d'une voix ferme : « Désormais, chacun de vous est placé sous ma surveillance. Le meurtrier a commis une première erreur en brisant une vitre. La seconde erreur a été ce poison mal dosé. La troisième viendra, et quand elle viendra, je serai prêt. » Ses yeux brillaient d'une intensité presque glaciale, et personne n'osa répondre. Le train avançait dans la nuit alpine. Les secousses régulières rythmaient ce huis clos insoutenable. Les passagers se recroquevillaient dans leurs sièges, prisonniers de leur propre peur, tandis que Sherlock Holmes, immobile mais alerte, attendait le prochain faux pas du coupable. La partie venait d'entrer dans sa phase la plus dangereuse. La nuit était avancée, et malgré la fatigue, aucun passager ne parvenait à trouver le sommeil. Le train continuait de fendre les Alpes comme une flèche d'acier, son grondement régulier ressemblant à une pulsation menaçante. Holmes, pipe à la main, restait assis dans une immobilité glaciale, mais ses yeux demeuraient attentifs au moindre mouvement. Watson, quant à lui, luttait contre la torpeur, sentant qu'un danger invisible planait encore dans l'air. Soudain, un cri aigu retentit depuis le wagon arrière. Ce n'était pas le fracas d'un objet tombé, ni le bruit d'une vitre brisée, mais le hurlement d'une douleur humaine, déchirant et bref. Tous les passagers sursautèrent, certains se levèrent, d'autres se figèrent, paralysés par la peur. Holmes bondit aussitôt sur ses pieds, son manteau flottant derrière lui comme une ombre, et Watson le suivit en courant à travers le couloir. Ils atteignirent le compartiment d'où provenait le cri et découvrirent un spectacle macabre. Le marchand, celui qui avait chuchoté plus tôt avec la dame au chapeau, gisait au sol, la gorge entaillée d'un coup précis et silencieux. Son sang s'étalait sur la moquette épaisse, imbibant les motifs rouges et or du tapis. Watson recula, horrifié, tandis que Holmes s'accroupit aussitôt, ses yeux d'acier fixés sur la plaie nette. « Voilà la signature d'une main entraînée, » murmura Holmes. Pas un geste maladroit, pas une rage impulsive. Ce coup a été porté par quelqu'un qui s'est tué. Il se redressa et observa le compartiment. La fenêtre était intacte, aucun signe de lutte, aucun cri prolongé. L'assassin avait frappé rapidement, puis s'était fondu à nouveau dans l'ombre. Le chef de train, accouru à son tour, porta les mains à son visage. C'est impossible. Comment un meurtre peut-il se produire sans que personne ne voie le coupable? Holmes le foudroya du regard. Parce que le meurtrier est l'un de nous. Il ne s'est pas évadé. Il est là, assis parmi les passagers, regardant cette scène avec le masque de l'innocence. Watson, tremblant, tenta de ranimer le marchand, mais il était trop tard. « Il est mort », dit-il d'une voix basse. Holmes se tourna alors vers la dame au chapeau, qui sanglotait en silence dans le couloir. « Madame, vous parliez avec cet homme plus tôt dans la soirée. Que savez-vous de lui ?» Elle secoua la tête, incapable de parler, ses mains tremblant comme des feuilles dans le vent. Holmes s'approcha, son regard perçant comme une lame. « Je vous conseille de trouver vos mots, madame, car votre silence vous trahit davantage. »
que n'importe quelle parole. Elle finit par murmurer « Il m'a confié qu'il transportait quelque chose de dangereux, quelque chose qu'il ne devait pas garder. » Elle s'interrompit, effrayée par sa propre confession. Holmes hocha la tête, satisfait. Ainsi donc, le marchand savait trop de choses. Et maintenant il est réduit au silence. Voilà qui confirme ce que j'avais pressenti. Ce train n'abrite pas seulement un assassin, mais une véritable bataille d'intérêts cachés. Le carnet n'était qu'une partie de l'énigme. Watson sentit l'air devenir plus lourd encore. Le sang sur la moquette semblait crier la présence du danger, et chaque passager, terrorisé, devenait un suspect potentiel. Holmes, impassible, se redressa et déclara d'une voix glaciale. « Nous entrons dans la phase finale. L'assassin a osé frapper une deuxième fois. Mais qu'il se souvienne, chaque crime rapproche sa chute, et je ne laisserai pas ce train atteindre sa destination sans révéler son nom. » Le corps du marchand fut recouvert d'un drap blanc, et le silence s'installa à nouveau dans le train, plus pesant que jamais. Les passagers, rassemblés dans le compartiment principal, n'osaient plus se regarder. La peur avait atteint son apogée, et chacun se murait dans un silence coupable. Holmes, debout au milieu d'eux, paraissait dominer la scène comme un juge implacable, prêt à prononcer son verdict. Il tira lentement de sa poche le bouton de manchette, retrouvé près de la vitre brisée, et le carnet crypté découvert dans la malle. Les deux objets scintillaient sous la lumière des lampes. « Voici, mesdames et messieurs, les deux clés de cette énigme, » déclara-t-il, « un symbole d'appartenance et un registre de trahison. Ces preuves désignent un coupable. » Watson sentit son cœur battre plus vite. Il savait que Holmes approchait du dénouement. La gouvernante, blême, se leva la première. « Vous ne pouvez pas nous accuser sans preuve directe. Vous jouez avec nos nerfs, monsieur Holmes. » Sa voix tremblait. Ses mains serraient toujours la valise qu'elle refusait d'abandonner. Holmes la fixa froidement. « Madame, votre valise recèle sans doute moins d'affaires personnelles que de secrets. Mais ce n'est pas encore vous que je désigne. » L'aristocrate, tremblant, s'avança à son tour. « Et si ce bouton de manchette m'appartenait, est-ce une preuve que j'ai tué? Je l'ai peut-être perdu bien avant ce voyage. » Holmes esquissa un sourire glacé. « Une explication? Habile, monsieur. Mais hélas, trop tardive. Vos yeux vous ont trahi dès la première fois où je vous l'ai montré. » L'homme recula, déstabilisé, incapable de répondre davantage. Puis ce fut le prêtre qui prit la parole, levant les mains, comme pour calmer la foule. « Mes enfants, cessons ces accusations. La peur ne fait qu'attiser la discorde. Seul Dieu connaît le coupable. » Holmes s'avança d'un pas, son regard brillant d'une lueur glaciale. « Non, père, pas seulement Dieu. Moi aussi je le connais, car vos mains tachées d'encre, votre proximité soudaine avec la gouvernante et votre sueur lors de l'interrogatoire ne mentent pas. » Un murmure d'effroi parcourut le wagon. Le prêtre blêmit, mais tenta encore de se défendre. « Ce ne sont que des coïncidences. Vous cherchez à me piéger avec des détails insignifiants. » Holmes secoua lentement la tête. « Les détails sont mon métier, monsieur, et je vous assure qu'ils ne sont jamais insignifiants. Vous avez commis l'erreur de croire qu'un costume de piété masquerait une âme criminelle. » Watson, bouleversé, comprit que l'étau se refermait enfin. Chaque mot de Holmes resserrait la corde invisible autour du cou du meurtrier présumé. Les autres passagers, pétrifiés, regardaient donc la scène comme un tribunal silencieux où la sentence allait tomber. La gouvernante tremblait. L'aristocrate baissait les yeux, et la dame, au chapeau, retenait son souffle. Holmes sortit une dernière fois le carnet et lut à voix haute. « Le témoin doit disparaître avant l'aube. »
Puis il claqua le carnet en le refermant, ses yeux fixés sur le prêtre. Et il a disparu, le passager poussé par la fenêtre, puis le marchand égorgé. 2 morts pour un carnet, 2 crimes pour une seule main. Un silence de plomb s'abattit. Le train poursuivait sa course dans la nuit. Mais désormais, plus personne n'entendait le fracas des roues. Tous attendaient la chute finale. Holmes, impassible, déclara d'une voix ferme, « Le meurtrier est ici, sous nos yeux, et dans un instant, je prononcerai son nom. » Le train avançait dans la nuit noire, comme s'il roulait droit vers son destin. Dans le compartiment principal, tous les passagers retenaient leur souffle. Holmes se tenait debout, silhouette imposante sous la lueur des lampes, tenant d'une main le carnet et de l'autre le bouton de manchette. Son regard était fixé sur le prêtre, dont le visage pâle trahissait une lutte intérieure. Watson sentait la tension si forte qu'il avait l'impression que l'air lui-même pouvait se briser en éclats. Holmes fit un pas en avant, sa voix tranchant le silence comme une lame. « Vous n'êtes pas prêtre, vous n'avez jamais été ordonné, et encore moins habitué à manipuler un chapelet. Vos mains portent l'encre d'un homme qui écrit des codes, pas celle d'un serviteur de Dieu. Vous êtes l'agent que ce carnet mentionne, chargé de récupérer des informations et d'éliminer ceux qui pouvaient vous trahir. » Le faux prêtre trembla, ses lèvres remuèrent, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux cherchaient une échappatoire, mais il n'y en avait aucune. Holmes continua, implacable. « Vous avez poussé von Kruger hors du train, parce qu'il connaissait votre véritable identité. Vous avez tenté d'empoisonner l'aristocrate, croyant qu'il possédait le carnet. Et enfin, vous avez égorgé le marchand qui en savait trop. 3 tentatives, 3 erreurs. » Un cri d'horreur échappa à la gouvernante, tandis que l'aristocrate s'écartait brusquement, comme s'il craignait que le criminel se jette sur lui. Le chef de train, tremblant, recula contre la paroi. Watson, le cœur battant, posa instinctivement la main sur le bras de Holmes, prêt à intervenir si le meurtrier tentait un dernier geste désespéré. Le faux prêtre éclata soudain en rire, nerveux, un son déchirant qui fit frissonner l'assemblée. « Vous êtes mort trop tard, Holmes !» cria-t-il. « Le carnet ne vous servira à rien. D'autres viendront, d'autres prendront ma place. Vous ne pouvez rien contre l'ombre. » Ses yeux brillaient d'une folie glaciale. Mais Holmes ne scia pas. Il s'approcha et lui arracha le chapelet des mains, révélant qu'il cachait une fine lame repliée dans le crucifix. « Même votre foi était une arme, » déclara Holmes. « Voilà toute la vérité. » Watson, horrifié, comprit qu'il avait voyagé aux côtés d'un assassin qui utilisait la religion comme masque. Le criminel tenta un geste brusque, mais 2 passagers le maîtrisèrent aussitôt, terrorisés mais galvanisés par les révélations de Holmes. Holmes referma le carnet et rangea le bouton de manchette dans sa poche. « L'affaire est close, » dit-il d'une voix ferme. « La justice s'occupera de cet homme à la prochaine gare. Mais souvenez-vous tous, le danger n'était pas dans les montagnes ou dans la tempête. Il était assis à côté de vous, caché sous un visage de piété.